Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'enseignement. Et pour en parler, nous recevons le recteur Gilles Albou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors avec vous, différentes choses que l'on va regarder, mais tout d'abord, cette convention qui a été signée vendredi entre le rectorat et les Fazeuil, c'était important. Ça vise à éduquer la jeunesse à la défense, sécurité et promouvoir la citoyenneté, participer à l'élaboration du parcours. C'est important. Hein. C'est important, vous avez tout dit. C'est la troisième classe défense si on compte celle de K2 avec la police et après celle du collège de Dembéni avec la Légion. D'ailleurs, on sera demain sur la base de la Légion. J'y serai pour accompagner une classe dans sa première sortie et dans ses premières manœuvres avec la Légion. C'est important pour nous, partout où on le peut, de rapprocher cette jeunesse avec les forces de l'ordre, de les éduquer à la défense, à la citoyenneté. Vous voyez que l'actualité nous le rappelle chaque jour. Et il est particulièrement prioritaire pour nous de rappeler les valeurs de la République, ce que notre ministre appelle aussi le carré régalien, avec en plus évidemment de la défense de ces valeurs de la République, un gros travail qu'on doit faire sur le harcèlement aussi, le harcèlement des jeunes, des jeunes filles, des jeunes garçons, et derrière évidemment un travail qu'on doit faire sur l'éducation aux médias et à l'information aussi. Je crois qu'on sera cette semaine, en fin de semaine, à Msangamouji, là aussi, pour lancer des opérations d'éducation aux médias. Ça participe à l'éveil des consciences, au recul aussi sur l'information et derrière à développer un esprit ouvert et citoyen pour nos jeunes. Travailler aussi sur les violences. Bien sûr. Donc évidemment, l'esprit de citoyen, c'est aussi un esprit de responsabilité. Être citoyen, ce sont des droits, mais évidemment aussi des devoirs. Donc il y a ce travail très important. Et puis on y reviendra certainement en octobre ou novembre, un travail à faire aussi sur la laïcité, très important à Mayotte, où les choses se passent très très bien. On signera cette semaine une convention avec les cadis, là aussi pour appréhender tous ces problèmes de médiation, notamment à travers les rivalités entre villages. Et pour nous, évidemment, Éducation nationale, terreau de la laïcité, c'est important de travailler avec tous les partenaires. La laïcité, c'est pas le refus des religions, mais c'est évidemment permettre à chacun d'exercer, enfin de pratiquer sa religion ou de ne pas en pratiquer, et surtout de défendre la liberté de conscience. Donc vous voyez que dans cet ensemble, les dispositifs de classe défense ont vocation à s'étendre et ils participent on va dire, à la construction de l'éveil à la citoyenneté de nos jeunes. C'est un sujet d'actualité, il me semble, sur ce territoire. Et alors, on le faisait avant et on va le faire encore plus maintenant. Et aujourd'hui, justement, ça rentre dans le projet, l'école de la République. C'est un moment très important. Vous avez donné une conférence de presse l'autre jour pour expliquer les grands enjeux qu'attendent Mayotte. Quels sont-ils ? Alors, pour nous, le fil conducteur, c'est de défendre des exigences nationales, mais évidemment au service de la réussite de tous. Les exigences nationales, ça veut dire que, évidemment, maintenant, Mayotte est un rectorat de plein exercice et que nous devons aux jeunes, nous devons aux parents, nous devons aux territoires d'avoir à Mayotte un système éducatif qui réponde aux exigences nationales. Ça veut dire, évidemment, développer des parcours talents, des classes d'excellence, développer les cordées de la réussite, renforcer les enseignements en langue vivante, notamment en anglais, en arabe, en espagnol. Ça veut dire aussi projeter les jeunes vers des métiers dont le territoire a besoin. Que ce soit des métiers professionnels, technologiques ou aussi derrière, et qu'on le voit avec le développement des classes préparatoires aux grandes écoles, et des métiers plus d'encadrement, que ce soit école de commerce, école d'ingénieurs, ou aussi, je pense à la filière santé qu'on a développée au centre universitaire, ou que le centre universitaire porte fortement, et pour former les futurs médecins, infirmiers, les futurs médecins et
et pharmaciens de demain. Donc c'est cette exigence sur l'excellence et puis en même temps travailler avec les élèves qui ont des besoins particuliers. Je pense par exemple évidemment à tous nos élèves qui sont en situation de handicap et puis aussi ceux qui sont actuellement dans notre système éducatif qui ont du retard, on le sait et on le voit dans beaucoup de classes et notre logique, vous le savez maintenant, c'est de travailler avec ces élèves aussi en particulier, j'ai envie de dire aussi à part, en faire des groupes de besoins pour que ces élèves ne restent pas, on va dire, dans la classe sans rien comprendre à ce qui se passe, mais rattrapent leur retard, notamment sur l'écriture, sur la lecture, sur les mathématiques aussi quand ils en ont besoin. Ce sont des dispositifs qu'on a déjà expérimentés et mis en place et qu'on va continuer à étendre. Donc à la fois l'excellence et aussi des dispositifs adaptés à un public qui a des besoins particuliers. Et l'un des besoins sur lesquels on le sait, ce sont les établissements. Parce qu'on parle de plus de 106 000 élèves, c'est énorme. On se rend compte qu'il y a 220 établissements scolaires. Il y a un manque, mais il y a des constructions qui sont en cours, ça prend du temps. Et il y a aussi un accent qui est mis sur les internats. Alors, de manière générale, évidemment, dans notre programme de construction, il n'y a pas que construire des collèges et des lycées, il y a construire tout l'environnement qui va avec. C'est rappelé dans notre document de rentrée. Je commencerai par évidemment les cuisines centrales, oui. Parce que la question de la restauration est une question très importante. Donc, vous savez qu'on s'est lancé dans un vaste programme de construction de cuisines centrales et en particulier et en parallèle de construction de cuisines satellites, de réfectoires dans les différents établissements, dans ceux qui n'en ont pas et dans les nouveaux que l'on construit. Je le dis parce que évidemment c'est très important. Ces cuisines, on les construit avec les collectivités puisque la plupart du temps on voudrait les mutualiser avec évidemment les établissements du premier degré, avec les écoles. Ce sera d'ailleurs le cas sur Kawéni. Donc on était encore en jury la semaine dernière sur la cuisine centrale de Kawéni. Ce sera le cas aussi de la cuisine centrale de Malamani pour tout le secteur sud. Par contre, ce sera 2 cuisines différenciées sur le centre-ouest. Et puis, évidemment, sur chaque secteur se construisent des cuisines centrales. Je pense notamment à celle de Petite-Terre. Et puis, en parallèle, je vais venir aux internats, mais on développe aussi des équipements sportifs, comme vous l'avez vu, notamment là aussi sur Kawéni ou dans d'autres communes, soit portés principalement par le rectorat, soit le rectorat intervient à hauteur de 1/3 des projets des communes pour là aussi aider au développement des équipements sportifs et être toujours vigilant à leur bonne mise aux normes. On aura peut-être l'occasion d'ici quelques temps d'avoir un focus sur les piscines ou les bassins lagunaires. Il faut là aussi qu'on y travaille. Mais en attendant, on a un vaste programme de développement et de construction de bases nautiques. Là aussi, et c'est 100% pris en charge par le rectorat sur une dizaine de communes pour développer les activités nautiques. Et puis, vous avez raison, c'est la construction d'internats à proximité de chacun de nos lycées. Alors, il n'y aura pas un internat par lycée, parce qu'on a, par exemple, sur le plateau de Kawéni, on a 2 lycées et on aura un seul internat. Je pense au sud, où on a 2 lycées qui sont relativement proches, je dis bien relativement proches, le lycée de Bandrélé et celui de Chirongui, donc on aura un internat, et puis pareil sur le centre-ouest, entre le lycée de Coconi, celui de Kahani et celui de Sada, il y aura un internat qui sera à Coconi, qui lui est piloté par le ministère de l'Agriculture. Donc on passera assez rapidement de 1 internat actuellement à 6 internats. Ça a plusieurs évidemment atouts. Le premier, c'est de réduire le temps de transport pour nos élèves, et derrière évidemment on le voit actuellement avec la situation des transports, c'est réduire le transport de tout le monde. Moins de transport pour les élèves, c'est aussi moins d'embouteillage. Et puis ce sont aussi des élèves qui seront en sécurité dans ces internats et qui le soir pourront rester sur place, travailler, être encadrés par des tuteurs, comme c'est le cas à Tsararano, puisqu'on a là un internat qui a été labellisé récemment internat d'excellence.
Vous parlez de transporteurs scolaires, on ne peut pas ne pas éviter le sujet. Vous comprenez leur réaction, ce droit de retrait, parce que du coup, il y a moins de gamins qui peuvent aller à l'école. Comment vous, quel est votre sentiment là-dessus, votre position? Alors, on a pu évidemment échanger avec certains syndicats de transporteurs, et puis vous le savez, mon directeur de cabinet et moi-même, nous rendons très souvent sur place dans nos établissements qui ont subi des violences, et puis aussi pour échanger avec les transporteurs. On peut aujourd'hui évidemment pas reprocher à un collègue, à un personnel de l'éducation nationale ou un transporteur qui a subi des violences de prendre du recul avec ce qu'il a vécu et ce qu'il a subi. On a des personnels aujourd'hui qui sont, alors je parle des personnels d'éducation nationale, qui sont en souffrance, qui ont été choqués, qu'on accompagne, et évidemment à qui on dit attendez, vous reprendrez quand vous serez dans des bonnes conditions psychologiques de retrait. Justement, donc nous on a une approche différente. C'est d'abord évidemment dans les premiers jours après ces graves crises, c'est de fermer les établissements, comme on l'a fait pendant 2 jours à Dzoumogné, comme on le fera à Kahani. On ne peut pas ouvrir le lendemain d'une attaque grave comme si de rien n'est... comme si de rien, et en même temps évidemment mettre à profit ces jours-là pour faire évoluer nos dispositifs de sécurisation, échanger avec les collègues, voir si on peut prendre de nouvelles mesures, et puis aussi mettre à l'abri entre guillemets les collègues les plus choqués, et leur dire que on compatit, qu'on leur conseille même de ne pas reprendre tout de suite et de se reconstruire, d'être accompagné, de se faire accompagner avant de pouvoir reprendre dans des bonnes conditions. Pour nous, c'est notre manière de fonctionner, c'est ce que nous avons mis en place en échangeant là aussi avec les organisations syndicales, avec les collègues, avec les chefs d'établissement, pour que la reprise, après de telles attaques, se passe dans des bonnes conditions. On ne met pas la pression sur les collègues. Un collègue aujourd'hui qui n'est pas en état d'enseigner, évidemment, on ne va pas le mettre devant des élèves. Il ne sera pas efficace. Et nous, évidemment, on a une responsabilité en tant qu'employeur de ne pas non plus mettre nos collègues dans des situations terribles. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Et puis en même temps, évidemment, continuer à prendre les mesures adéquates, renforcer pour nous les dispositifs de vie scolaire, voir encore ce qu'on peut faire pour sécuriser les abords des établissements. Et puis, on le disait en début, avoir un travail de fond à faire sur les élèves. Donc ça peut être, voilà, comme on l'a dit, travailler sur les valeurs de la République, travailler sur le vivre ensemble. C'est très important quand je vois, et on y reviendra peut-être quand je vois ce qui se passe entre les villages de Mirény et compagnie. Je souligne vraiment là aussi le gros travail qui est fait au collège de Mouroalé avec la chef d'établissement et l'ensemble des collègues qui se sont mobilisés, qui travaillent fortement à l'intérieur de l'établissement pour garder cet esprit de vivre ensemble et qu'on ne tourne pas vers une forme de séparatisme, ce que je vois ici et là. Les uns veulent construire un collège. Ben, regardez, justement, on a une image, là je vais revenir sur cette image-là. Regardez, à Mirerény. Ils construisent, la photo s'il vous plaît de Mirerény, où ils construisent, voilà, on a une image, si on peut la mettre devant en plein écran parce qu'on la voit mal. Alors on peut là voilà, quel est votre sentiment quand vous voyez la construction? On peut comprendre l'émotion des villageois évidemment qui voient leurs enfants empêchés d'aller au collège. C'est pas la bonne réponse, on va dire, du coup de construire un collège de fortune qui sera évidemment un collège dégradé et puis qui va y enseigner, je ne sais pas. L'école de la République, c'est l'école du vivre ensemble. C'est l'école où tout le monde, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, quelles que soient ses opinions politiques, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son village d'origine, c'est le lieu où tout le monde vient et travaille ensemble. Et pour l'instant, et jusqu'à présent, ça se passe très bien dans nos établissements. On fait travailler ensemble tous les élèves et c'est dans ces établissements scolaires qu'on apprend la citoyenneté, qu'on apprend justement... Oui, mais là, il y a un problème parce qu'ils construisent ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de sécurité sur évidemment les routes. C'est pas un problème, on va dire, de conflit à l'intérieur de l'établissement. Et donc on ne va pas répondre à un problème, on va dire, de libre circulation par une réponse qui est évidemment pas la bonne. On ne va pas ensuite construire un collège pour ceux qui pensent ceci et un autre pour ceux qui pensent cela. Et puis pourquoi pas demain un collège pour ceux qui sont blancs, pour ceux qui sont métis, pour ceux qui sont noirs. Pour les gamins. Donc ça me rappelle, non mais j'insiste là-dessus, ça nous rappelle des heures plus glorieuses de l'histoire du monde. On imagine ce qui
s'est passé en Afrique du Sud avec voilà, des politiques de ségrégation, avec des zones d'apartheid où on ne pouvait pas sortir et où on avait là aussi des enclaves avec un enseignement adapté à certaines populations. Ce n'est pas notre idée de la République. Et évidemment, on fera tout, nous, de notre côté, pour que ces élèves puissent aller en toute tranquillité au collège ou à l'école. C'est notre priorité. On a pu échanger, j'ai pu échanger avec certains parents pendant ce week-end. Et je sais que les associations locales de parents d'élèves, je pense notamment à l'UDCSF, y travaillent et ont travaillé ce week-end. Nous, notre objectif, c'est que les élèves de Mouron-Allé puissent aller à l'école et puissent aller au collège en toute tranquillité. Et à nouveau, je souligne le gros travail qui est fait au collège par les équipes pédagogiques, par l'équipe de direction du collège, pour qu'il y ait malgré tout ce travail en profondeur en ce moment et des messages forts qui soient passés à l'intérieur du collège pour que nos élèves actuellement continuent à être fermes sur ces valeurs, le vivre ensemble et pas l'exclusion. Oui, ça c'est les discours, la réalité qui construisent une école. Comment on peut arrêter ça? Parce que, imaginons, ils le construisent, ils finissent, et puis les gamins de Mirerini, ils vont là. Vous faites comment? Vous faites comment? Il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de... Et puis vous le voyez bien derrière. Est-ce que vous trouvez que c'est une école digne de la République qu'on est en train de construire là? Donc il faut juste arrêter. Non, il faut juste arrêter. À Mirerini, est-ce qu'on peut et à Combagny, est-ce qu'on peut se satisfaire? Enfin, c'est pas cette école qui va changer les choses. Ce qui va changer les choses, c'est qu'on arrête aujourd'hui d'empêcher des enfants de traverser un pont, qu'on arrête de couper l'eau pour un oui, pour un non, et souvent en représailles. Donc cette école, c'est un symbole, et c'est un symbole fort. Mais évidemment qu'on ne va pas aujourd'hui répondre à l'impossibilité d'aller d'un territoire à un autre en construisant des enclaves. Et d'ailleurs, cette école, c'est un peu le symbole qui serait même pas digne de la République. Donc ça veut dire quoi? On crée une enclave dans Mayotte, d'un village duquel les enfants ne peuvent pas sortir. Et parce qu'ils ne peuvent pas sortir. C'est un symbole fort. Hein. Oui, mais la réponse n'est pas la bonne. La réponse, c'est qu'on puisse circuler dans Mayotte, et qu'on puisse circuler dans Mayotte comme on pourrait et comme on devrait circuler partout dans n'importe quel territoire de la République. On le demande. Donc c'est pas uniquement des paroles, il faut que derrière ce soit des actes. Les gens les réclament. Voilà. Et apparemment, il y a des conventions, le préfet y va, il y a des conventions qui sont faites et ça ne marche pas. Et il faut traiter le problème à la racine. Et ça, c'est une autre chose. Autre sujet, vous allez ce matin du côté du Forum économique et des métiers aéronautiques de l'océan Indien. Oui, tout à fait. Donc c'est là aussi une belle avancée, puisque vous savez que nos amis de La Réunion avaient lancé l'idée de construire un grand pôle autour de l'aérien, le pôle aérotech. Je vois derrière que d'ailleurs vous projetez une diapositive pour vos téléspectateurs. On s'est beaucoup battu à Mayotte pour que justement Mayotte soit un acteur à part entière de ce pôle et qu'on ne soit pas uniquement une pièce rapportée. Certains se souviennent de débats forts qu'on a pu avoir en visio avec nos amis de La Réunion. Et moi, je me réjouis aujourd'hui que sur ce forum des métiers de l'aérien, eh bien, il y ait une ouverture aujourd'hui qui soit faite spécifiquement à Mayotte, qui sera d'ailleurs la seule partie qui sera 100% en présentiel, on peut s'en réjouir. C'est grâce aussi à notre bonne situation sanitaire qui nous permettra d'accueillir des élèves qui vont pouvoir découvrir les différents métiers de l'aérien, à la fois sur le lycée de Petite-Terre qui, vous le savez, va ouvrir donc une antenne autour justement de ces métiers de l'aérien, tous les métiers, que ce soit la maintenance moteur, que ce soit les métiers de l'accueil, les métiers du tourisme, les métiers de la sécurité aussi, que ce soit sécurité au sol et sur l'aéroport et sécurité des passagers. Et puis aussi pouvoir visiter à l'intérieur de l'aéroport l'ensemble des métiers, que ce soit évidemment là aussi les sapeurs-pompiers, la tour de contrôle, la maintenance. Ça passionne les mômes, ça. Hein. Ça va. Alors évidemment, ça a été un gros succès. On aura une séquence organisée par la CCI spéciale pour un certain nombre aussi de chefs d'entreprise. Et puis je tiens à souligner, et on les accueillait hier, que un grand nombre de hauts responsables nationaux sont sur l'île, à Mayotte, dès aujourd'hui pour justement l'ouverture de ce forum régional
qui s'ouvre à Mayotte. On a le directeur général de l'aviation civile, on a le PDG d'EDIS national, on a les dirigeants d'Air Austral. Bref, on a tout ce qui compte aujourd'hui dans le domaine de l'aviation qui sont réunis à Mayotte et qui ensuite iront sur la Réunion. Et à Mayotte, nous avons la chance de pouvoir accueillir nos jeunes pour ce très beau forum des métiers. Et je m'en félicite. Je souligne aussi le gros travail qui a été fait par toutes les équipes. Mais au-delà de cette journée qui est une journée de visite, c'est pour Mayotte aussi la preuve que nous développons aussi des formations en adéquation avec les besoins du territoire, avec des BTS dans ces domaines-là, que ce soit dans le domaine de la sécurité, plus tard dans le domaine de la maintenance on le voit avec ce qui se développe aujourd'hui sur l'aéroport et avec les compagnies aériennes qui vont se développer, on aura besoin de ces compétences-là plus tard. Et c'est ce que nous faisons, puisque vous parliez de notre dossier de rentrée et de nos projets, c'est ce que nous faisons à travers l'ensemble de nos projets. On a beaucoup communiqué sur nos nouvelles formations, les nouveaux BTS en apprentissage, que ce soit dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la digitalisation, dans le domaine des experts comptables. À chaque fois, on répond à des besoins du territoire, on ouvre des formations, on les ouvre de plus en plus aussi en apprentissage pour préparer l'insertion de nos jeunes. Et l'exemple aujourd'hui du Forum des métiers de l'aérien, eh bien c'est ce vers quoi on tend, cette excellence en lien avec le territoire. Monsieur le recteur, pour finir, vous avez été à Paris, vous avez passé une semaine là-bas, vous avez fait des rencontres. Que ramenez-vous dans vos bagages? Alors d'abord, ce qui est remarquable, c'est que Mayotte n'est pas oubliée. Alors évidemment, il y a le travail du recteur et de ses équipes pour rappeler les besoins du territoire, mais on a des ministres qui sont très attentifs. On en a vu certains qui sont venus, d'autres qui vont venir bientôt. On précisera lesquels, évidemment, en temps et heure. Mais aujourd'hui, nous avons des ministres qui sont très attentifs. Vous savez que Mayotte est 100% en éducation prioritaire. Mayotte bénéficie d'un accompagnement, on va dire, au-dessus de la moyenne en ce qui concerne les moyens. Alors, on pourrait faire plus et on fera plus. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On fera plus, évidemment, en termes de dotation, en termes de moyens. Et puis aussi, on fera plus pour nos personnels. Ce sont des bonnes nouvelles pour nos personnels en termes de reconnaissance. Alors il y a évidemment toutes les mesures nationales, notamment sur les débuts de carrière, pour les personnels à ESH, et puis aussi des mesures spécifiques pour nos personnels, compte tenu pour certains, et je pense aux anciens instituteurs d'État recrutés à Mayotte et de leur retard, on va dire, dans la prise en compte de leur ancienneté, et donc au moment de partir à la retraite, et on en a déjà parlé, que ce soit aussi pour nos personnels qui s'engagent à Mayotte pour aussi compenser un certain nombre de retards en termes de rémunération par rapport à la Réunion. Donc toutes ces mesures qui ont été construites dans le cadre de la feuille de route RH particulière de Mayotte, évidemment, nous allons les déployer. Alors une feuille de route, c'est pas tout de suite. Alors j'entends l'impatience des syndicats et je peux la comprendre. J'allais vous le dire, et je peux la comprendre. Des dates. Alors voilà, donc ce n'est pas tout de suite. Effectivement, il nous faut des dates. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est déjà de faire rapidement un point sur un certain nombre de mesures qui ont déjà été et qui sont déjà effectives. Je pense à tout ce qu'on a fait pour les contractuels, je pense à ce qu'on a fait pour la mobilité sortante, notamment vers les territoires d'outre-mer. Je pense à ce qu'on a fait pour l'ISG, pour les nouveaux entrants, avec là aussi une action commune et assez à souligner entre certaines organisations syndicales, je pense à la FSU notamment, et le rectorat pour faire avancer ces dossiers. D'autres qui demandent un peu plus de temps, parfois des mises à jour réglementaires avec des nouveaux décrets qui doivent sortir, mais que nous avons anticipés, et puis d'autres qui sont des mesures financières. Et alors évidemment, le ministère de l'Éducation nationale ne peut pas tout seul. Il y a des contraintes budgétaires, mais nous, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la machine est enclenchée. Il va y avoir, et je le confirme, des réunions au niveau national
auxquelles pourront participer les organisations syndicales locales et que nous allons avoir un calendrier précis. Ça, c'est notre engagement, parce qu'une feuille de route, évidemment, c'est déployer un certain nombre de mesures, mais pas pour dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais pour les 3 prochaines années, avec évidemment, pour les mesures que tout le monde attend, des engagements et des enclenchements dès 2022. C'est une demande des syndicats qu'on peut comprendre. Et pour nous, au-delà évidemment de répondre aux demandes des syndicats, c'est une priorité aussi pour d'abord les bonnes conditions de travail de nos agents. On n'a pas parlé d'autres mesures, mais on est en ce moment en train de conclure un accord avec la CIM pour l'hébergement des jeunes ou des moins jeunes qui arrivent sur le territoire. On va travailler aussi dans le cadre du dispositif Préau à donner un certain nombre d'avantages en nature à un certain nombre de collègues. On va déployer tickets restaurants sur un certain nombre d'écoles où le besoin se fait particulièrement sentir. Donc on a un certain nombre de mesures que l'on va déployer pour les bonnes conditions de travail de nos collègues, mais aussi le rectorat les déploie parce que c'est une nécessité d'être attractif sur le territoire. On le voit actuellement, on a encore quelques postes, malgré tout le travail d'anticipation qu'on a fait, on a encore quelques postes qui sont vacants. Et je tiens à le dire, on a aussi beaucoup de postes qui sont vacants aujourd'hui parce que beaucoup de nos collègues sont partis en formation. Je pense notamment au nouveau CAPES qu'on a ouvert. On a ouvert une trentaine de places, même plus, sur ces CAPES. Beaucoup de postes ont été pourvus par des collègues qui étaient contractuels et qui sont partis du coup en formation, qui sont aujourd'hui fonctionnaires stagiaires et qu'il faut remplacer. C'est une des données, donc c'est du plus sur le moyen terme, mais là tout de suite il faut remplacer ses collègues. Donc pour être attractif, il nous faut évidemment mieux rémunérer nos collègues, il nous faut aussi des mesures particulières, et au-delà de l'attractivité, il nous faut aussi des mesures pour stabiliser sur le territoire d'autres collègues, et les collègues qui sont sur le territoire au-delà des 4 ans, des collègues aussi mahorais qui ont passé les concours, qui n'ont pas droit à l'ISG et qui voient que de l'autre côté de l'océan Indien on gagne mieux, donc c'est mieux sa vie, et donc ces mesures de stabilisation, il faut aussi qu'on les développe rapidement, et c'est une nécessité pour le rectorat pour avoir devant nos élèves des enseignants bien formés et heureux d'être sur le territoire. Merci beaucoup Gilles Lebou d'être venu ce matin pour nous expliquer tout ça. Merci, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.